45 minutes. Voilà, c'est juste que j'ai pensé à lancer l'enregistrement. Voilà, pardon, vas-y. Est-ce que vous voyez l'écran correctement? Euh, Moi, je le vois. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, et Alors, donc, je vais parler pendant, Philippe, pendant 30, 45 minutes au grand maxi pour qu'on ait le temps de discuter. Ça peut aller? c'est parfait. OK, donc, suivante. Je voudrais d'abord remercier Philippe pour cette occasion d'échanger avec vous. Suivante, Philippe. Et je suis vraiment très impressionné. Suivante, Philippe. Next. Ah, pardon. Je suis impressionné par cette initiative des mercredis fonciers. Je pense que c'est une très belle initiative. Et voilà, merci vraiment pour cet espace que vous créez, Philippe Mamadou. Alors, je dis d'abord que c'est à la fois une opportunité et un risque que je vous parle de la politique foncière burkinabé, parce que je suis un des acteurs de l'élaboration de la politique. Donc, opportunité parce que voilà, j'ai vécu les choses, le nez dans le guidon, si je peux dire, et risque aussi parce que voilà, on a un certain attachement à tout un processus, à un travail fait qui peuvent biaiser parfois certains commentaires, mais j'espère que je ne vais pas tomber dans un tel travers. Pour moi, l'originalité du processus burkinabé, c'est d'abord que c'est un processus qui est né, qui a maturé au niveau local et que nous n'avions pas véritablement dans la sous-région de référents en termes de processus d'élaboration de politique qui devait informer l'élaboration d'une loi. Donc, on a en quelque sorte, je peux dire que c'est en même temps une chance parce que ça nous a obligés à travailler sur la méthode. Donc, l'aspect méthodologie a été au cœur de tout notre travail parce qu'on n'avait vraiment pas de quoi se raccrocher. Donc, il a fallu inventer pas mal de choses. Alors, suivante. Next. Voilà. Alors, encore next. Je commence par le contexte et les opportunités. Le contexte, c'est bien sûr un contexte d'héritage de la révolution sankariste au Burkina, qui a eu lieu à partir des années 83 et qui a pris à cœur de travailler sur les principales revendications populaires, dont la revendication foncière. Peut-être que je reviendrai un peu sur cet héritage avec un mot que aimait bien répéter Sankara, c'est qu'il faut oser. Il faut oser changer les choses, il faut oser inventer des choses, etc. Je crois que c'est un esprit qui nous a, de manière, pas de manière consciente, hein, mais c'était quelque part dans le subconscient et peut-être qu'on a bien osé, quoi. En ville, la révolution sankariste s'intéressait principalement à la question du logement et en campagne s'intéressait à la question de la modernisation de l'agriculture. Pour le logement, il fallait faciliter l'accès aux parcelles à bâtir, parcelles loties bien sûr. Et pour la modernisation de l'agriculture, je dirais que c'est surtout à travers des opérations d'aménagement de terre, aménagement en culture irriguée comme en culture pluviale. Ça a été ça vraiment l'un des axes de la réforme foncière burkinabé. Alors, parmi les réformes révolutionnaires, j'en retiendrai donc dans les années 83-84. La première, c'est bien sûr le changement de nom. Haute-Volta, on est passé un soir de août 84, je crois, c'est-à-dire le premier anniversaire de la Révolution. Voilà, annonce importante. Désormais, le pays s'appelle le Burkina Faso. Et dans la foulée,
on a engagé le processus de la réorganisation agraire et foncière. C'était vraiment un des axes majeurs de réforme engagés par la révolution burkinabé. Alors, je passe donc sur ce qui s'est passé pendant tout ça parce que ce n'est pas le nœud de notre discussion aujourd'hui. Mais la révolution burkinabé a été arrêtée brutalement en 1987. Et cela a eu un impact sur l'évolution de la situation foncière. Il y a eu la négociation de l'entrée du Burkina dans le PAS et une réorientation économique vers un libéralisme assuré. Et c'est ça qui a nourri quelque part les relectures de la RAF en 1991 et en 1996. Next. Philippe. Alors, un ensemble d'éléments de contexte qui sont apparus comme des opportunités. Ça a été d'abord l'initiative de créer un groupe, le groupe de recherche et d'action sur le foncier, autour simplement de besoins d'échanges sur le foncier. Je me rappelle encore comment ce graphe est né avec juste quelques personnes. Je crois qu'on était 4-5 personnes autour de quelques bonnes braquinas comme il se doit à Ouaga. Et on s'est dit, mais c'était à la fin d'un atelier, on s'est dit, mais voilà, on est content de s'être retrouvés, d'avoir bien discuté, mais on va tous repartir dans notre coin, chacun dans son coin. Et si on essayait de lancer quelque chose pour continuer à discuter. Et c'est comme ça que l'idée a été vraiment adoubée par tout le monde. La particularité de cette initiative, c'était qu'on voulait réunir des acteurs divers du foncier, aussi bien les universitaires, des chercheurs, des agents de l'administration foncière, des opérationnels, etc. On pensait que chacun, de notre côté, on avait une bonne partie de la solution, mais que certainement qu'il fallait que tout le monde soit autour de la table pour qu'on réussisse à avoir des perspectives qui peuvent nous aider à sortir de la difficulté foncière. Alors, le graphe, c'était produire des connaissances, apprendre des expériences sur le terrain, mais aussi influer sur les politiques. C'était vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup discuté du nom et qu'on s'est appelé GRAPH, groupe de recherche et d'action. Au-delà de la recherche, on voulait agir, influer sur les politiques. Beaucoup d'activités, bien sûr, je passe là-dessus. Peut-être simplement souligner un aspect important qui était l'engagement dans le réseautage au Burkina, mais hors du Burkina aussi. Par exemple, c'était la période où on a lancé, on s'est connecté avec tout le processus LandNet Africa, un réseautage au niveau continental. Et aussi, on a connecté avec plusieurs autres initiatives continentales. Je ne sais pas si certains se rappellent une initiative qui s'est appelée le PAPLA dans le milieu des années 95, dans le milieu des années 90. Qui était initié par notamment Ben Cousins, avec quelqu'un d'extraordinaire du Mozambique, José Negrao, et qui brassait des gens d'un peu partout sur le continent. Et c'est ça qui a donné plus tard, en fait, l'échec du PAPLA a permis de faire émerger, en fait, le PLAS. Je pense que quelqu'un comme Théa doit connaître un peu toute cette histoire. Travaille sur une stratégie d'influence des politiques. C'est bien de dire qu'on veut influer sur les politiques, mais il faut réfléchir à comment. On s'est dit que forcément, il faut connecter avec les organisations paysannes. Il faut discuter avec les acteurs de l'État, il faut discuter avec tous les acteurs stratégiques. Donc, une stratégie vraiment ouverte pour pouvoir impacter de différents angles sur le foncier. Suivante.
Euh, vers la politique foncière, bon, qu'est-ce qui a été un élément déclencheur? Parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de travaux, des réunions, des publications, etc. Mais qu'est-ce qui a permis que, à la fin des années 2004, début 2005, on se dise oui, il faut aller vers une politique foncière. D'abord, il y avait une activité qui est aussi un héritage de la période sankariste, qui était la journée nationale du paysan. Alors, le concept, c'est une journée pendant laquelle les paysans pouvaient s'adresser directement, sans aucun intermédiaire, au président de la République. Ils se préparaient pour cela pendant assez longtemps et ils préparaient ce qu'ils avaient à dire, ils préparaient les principales, comme on dit au Burkina, les doléances qu'ils avaient et ils s'adressaient directement au président. Et dans cette réunion, je ne me rappelle plus où elle se tenait, ils ont demandé au président du Faso une action vigoureuse en vue de la sécurisation foncière des exploitations paysannes. Alors, pourquoi cette demande à ce moment précis? Il faut dire qu'il y avait un phénomène qui apparaissait à ce moment-là, qui était le phénomène des nouveaux acteurs. Et le GRAF avait d'ailleurs fait un travail important d'études, de terrain, publier des documents, etc. Alors, je crois que ce travail a eu quand même un grand écho. Les organisations paysannes se sont saisies donc de ce travail et ont, pendant la journée du paysan, demandé directement au président que quelque chose soit fait. Alors, le principe de la journée du paysan, c'est que par rapport aux demandes majeures, le président instruit sur le champ le ministre concerné de prendre des actions et de lui rendre compte. Alors, le ministre concerné, c'était le ministre en charge de l'agriculture, puisque c'est les paysans qui faisaient la demande. Et le président a instruit le ministre de le faire. Peut-être mention importante, le ministre concerné était un des poids lourds du gouvernement et je dirais même de la vie politique burkinabé, c'est le ministre Salif Diallo, qui a donc été instruit de faire des propositions sur comment on va sécuriser. Alors, la demande initiale qui a été relayée, j'avoue que j'ai été contacté par le ministre en question en disant, bon voilà, comme il savait bien le faire, c'est-à-dire dans une discussion informelle, il me dit, bon voilà, j'ai tel problème, quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire, comment tu peux nous aider. Voilà un peu comment les choses sont venues, hein, de manière plus ou moins informelle. Et la demande initiale, c'était, voilà, le président nous a demandé de faire une relecture de la RAF pour sécuriser les paysans. Alors, j'avoue que sur le champ, je me suis permis de faire une proposition alternative. J'ai dit, mais monsieur le ministre, ça fait, je ne sais pas, on va aller à la énième relecture de la RAF et pendant ce temps, il n'y a rien qui bouge. Et si on commençait à approcher les problèmes de manière différente, c'est comme ça que l'idée de travailler sur un document de politique foncière qui serait largement mis en débat pour qu'on sache exactement vers où on veut aller et que ce vers où on veut aller soit accepté par voilà, le consensus, au terme d'un consensus national de dialogue. Alors, c'était bien sûr une proposition qui n'était pas faite, qui n'était pas celle initiale du gouvernement. Et le ministre, à l'époque, m'avait dit, écoute, laisse-moi réfléchir et en discuter avec qui de droit. Après, on m'est revenu en disant, bon voilà, on a besoin d'une note de maximum 2 pages qui explique pourquoi il faudrait, quelle est la valeur ajoutée de faire un document sur la politique foncière au lieu d'aller directement sur la relecture de la RAF. Bon, on a fait ce travail.
Et quelques semaines ou mois plus tard, on m'a simplement dit, bon voilà, c'est OK, on pense que l'argumentation est convaincante, on accepte. Et voilà comment on a tenté, avec les bouts de ficelle en termes de ressources financières, de mobiliser les moyens et de mobiliser aussi une équipe pluridisciplinaire constituée principalement à partir de l'expertise qui existait au sein du GRAF. Suivante. Alors, comment on a élaboré cette politique? Comme je le disais, la méthodologie était un élément extrêmement important. Pour nous, il n'y avait pas de modèle prêt à porter de politique foncière. Il fallait aller vers la conception de quelle politique foncière pour le Burkina à ce moment-là. Et pour nous, la meilleure politique foncière était celle qui reflèterait le consensus foncier national du moment. C'était une conviction qui résultait aussi de tous les travaux qui avaient émergé au sein du GRAF, de ce qu'on a regardé à travers d'autres pays. On se disait, mais telle chose qui a marché là ne pourrait peut-être pas marcher. Et on avait donc cette vision qu'il faut travailler à faire émerger le consensus foncier national. Qu'est-ce que les Burkinabés veulent en matière foncière? Et ce consensus foncier national, il ne va pas exister ex nihilo. Il faut le construire. Et cela se construit à travers un processus de dialogue foncier national. Donc, un processus participatif bien conçu et mis en œuvre. Il fallait aussi rassurer l'État parce que ce n'était pas évident. On n'avait jamais fait des dialogues, des discussions, mettre le foncier autour sur la place publique, qu'est-ce que l'État va faire, ça n'avait jamais été fait. Il fallait rassurer l'État qu'il restait le pilote du processus foncier, mais que pour que l'avion vole quelque part, il fallait d'autres personnes qui constitueraient les membres de l'équipage. Un pilote ne fait pas voler un avion tout seul. Il garde le cap, il définit le cap, c'est lui qui est aux commandes, mais il a besoin de beaucoup d'autres bras, intelligence pour que tout marche. Et aussi, on avait aussi cette conviction que la bonne politique foncière doit reposer sur un bon diagnostic foncier, un diagnostic solide. On l'avait fait à travers beaucoup de travaux dans le GRAF, mais jamais de manière globale, cohérente avec l'idée d'aller vers une politique. Donc, un diagnostic foncier et un diagnostic foncier participatif. Et aussi, enfin, un principe important, c'était qu'il fallait reconnaître et protéger tous les droits fonciers légitimes. Voilà un peu, en termes de méthode, ce qui a constitué comme un cadrage de tout le travail d'élaboration de la politique. Suivante. Next. Le diagnostic foncier national participatif, d'abord, un travail bibliographique extrêmement important. Je soulignerai d'ailleurs qu'à l'époque, le GRAF avait produit une sorte de bibliographie du foncier au Burkina. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce document, mais qui recensait toute la production concernant le foncier au Burkina. On a donc décidé de lancer ce que nous avons appelé des ateliers méthodologiques qui allaient nous permettre d'affiner la méthodologie, mais aussi d'avoir les inputs des acteurs chercheurs et universitaires. On était en particulier intéressé du côté des chercheurs à savoir quelles sont les publications, les travaux récents dont nous n'aurions pas eu connaissance, quelle était leur appréciation
par rapport à la méthodologie qu'on était en train de concevoir. Et on a aussi eu des ateliers méthodologiques avec les administrations centrales parce que nous étions conscients qu'il y avait en apparence un manque de données, mais qu'en réalité, de nombreuses données existaient au sein des administrations, mais qu'il était difficile d'y avoir accès. Donc, on a essayé d'avoir des ateliers méthodologiques avec ces acteurs également. Il fallait aller sur le terrain. Et le travail de terrain a été, bon, bien sûr, on a préparé des guides d'entretien à la suite des ateliers méthodologiques parce qu'on voyait tout de suite là où on avait des gaps d'information. Donc, on a travaillé à partir de ce que nous ne connaissions pas pour monter nos guides d'entretien. Et on a essayé de lancer les travaux sur le terrain. Et dans la méthodologie, il y a eu quelque chose d'autre qui nous a aidés. C'était l'existence d'un travail qui avait été fait auparavant, en particulier par quelqu'un comme le regretté Lassina Paré, qui je pense était géographe, qui avait fait un travail de définition des zones socio-foncières du Burkina, où il dégageait, il établissait comme une sorte de carte du Burkina avec les principaux enjeux fonciers et dynamiques foncières par grande zone. Donc, on a décidé, au lieu de faire un travail de terrain par, je ne sais pas, région administrative, on a décidé d'aller par zone socio-foncière, ce qui nous permettait d'avoir une cohérence dans le type d'information que nous mobilisions. Voilà, on a fait donc ce travail de diagnostic, on l'a beaucoup diffusé, on a reçu beaucoup de commentaires, on a organisé même des restitutions sur le terrain auprès des acteurs pour nous assurer qu'on captait les éléments clés, et on a organisé aussi une rencontre de validation nationale. Suivante. Dans la construction du consensus foncier national, on s'est dit aussi qu'il fallait travailler sur la, travailler sur la mise en place d'instances de pilotage politique, puisque on voulait vraiment rassurer l'État que il ne s'agissait pas de lui ôter son rôle régalien de définition des politiques publiques, mais on était là juste pour apporter notre expertise technique et faciliter la discussion. Donc, on a décidé de mettre en place un organisme qu'on appelait la Commission nationale pour la sécurisation foncière en milieu rural. Donc, qui était une instance politique où les décideurs se retrouvaient. Mais on a aussi créé un autre instrument qui était un comité technique. Nous étions conscients que les politiques n'ont pas le temps de lire, ils n'allaient pas regarder attentivement nos travaux. Donc, au lieu de courir le risque de nous faire rejeter des travaux qu'on a fait le plus consciencieusement, ou encore de faire approuver des choses qui ne tiendraient peut-être pas la route, on a décidé de créer un autre groupe technique issu des services de l'État et qui allait servir de conseil au comité national. Donc, c'est ce conseil-là, comité technique, qui lisait l'ensemble de la documentation et qui informait le comité national, qui produisait les commentaires, les critiques, etc. Je pense que c'était quand même une bonne idée. Le comité national a fonctionné régulièrement et rendait compte directement au ministre de toutes les évolutions. Et je peux vous dire également que le ministre rendait compte directement au président de la République. Je peux le dire parce que nous étions, l'équipe chargée de ce travail était convoquée régulièrement par le ministre
qui nous disait, écoutez, comprenez-moi, moi aussi je suis sous pression, on me demande à chaque fois où est-ce que vous en êtes. Ça veut dire qu'il devait rendre compte plus haut, et donc en retour, il mettait la pression à l'équipe technique pour savoir si ça avançait, où est-ce que ça bloquait, pourquoi, etc. Donc voilà, on a bénéficié vraiment de cet environnement de, je dirais, d'engagement autour du processus. Un travail méthodologique extrêmement important également a été en amont d'identifier ceux qui étaient considérés comme les acteurs stratégiques de la politique foncière et de déterminer les intérêts légitimes dont ils étaient les porteurs. Alors, nous avions identifié 4 grands groupes. D'abord, l'État, c'était très important. N'oubliez pas que nous sortions d'une période où l'État était le seul propriétaire des terres, donc l'État était un des acteurs stratégiques avec des intérêts légitimes. Les collectivités locales, parce que nous sortions juste du processus de décentralisation intégrale et il fallait donner du corps à ce qu'est la décentralisation et la gestion foncière communale. Les populations, les communautés de base et enfin le secteur privé. Alors, l'État, l'intérêt légitime de l'État, pour nous, c'est qu'il est responsable en premier lieu de l'intérêt général national. Mais nous avons insisté aussi que les collectivités locales étaient représentants d'un intérêt général au niveau local. Et les populations, les communautés de base, avaient une légitimité claire et je dirais primaire et même historique parce que ce sont elles qui étaient les dépositaires initiales des droits fonciers et malgré toutes les tentatives pendant la période coloniale, après l'indépendance, de dessaisir les populations de leurs droits fonciers, elles étaient quand même, elles avaient réussi à préserver leur autorité sur les terres. Et enfin, le secteur privé, il faut dire qu'il y avait une grosse pression aussi de la part du gouvernement de dire, écoutez, on ne peut pas, on comprend bien qu'il faut être équitable, qu'il faut s'occuper des organisations, des exploitations familiales, mais il n'y a pas que eux, notre agriculture ne va jamais bouger si on ne permet pas au secteur privé de s'impliquer. Donc, ça a été aussi un élément qui a favorisé que le secteur privé soit pris en compte. En termes de démarche, pour aboutir à ce fameux consensus foncier national, nous avons décidé d'organiser des ateliers parallèles d'une part et des ateliers croisés d'autre part. Les ateliers parallèles, c'était des ateliers par grands groupes stratégiques. C'est-à-dire que les représentants de l'État pouvaient se réunir, discuter de où sont les problèmes, voilà ce que nous voulons, etc. Même chose pour les élus locaux, même chose pour le secteur privé, les différents groupes d'acteurs sociaux, etc. Mais nous disons, il faut que ces groupes comprennent qu'ils ne sont pas seuls ayant des intérêts sur le foncier. Il y a d'autres groupes. Donc, il fallait créer donc, ces ateliers croisés où les acteurs qui ont discuté au départ de manière séparée se retrouvaient pour échanger, croiser leurs préoccupations et se rendre compte que, bon, ma foi, il y a des comment vous appelez ça, bon, bref, je ne trouve pas le nom. Il fallait céder un peu de l'Est dans les prétentions, en quelque sorte, foncières. En même temps, nous identifions les points sur lesquels on n'arrivait pas à trouver de consensus. C'était ce que nous avons appelé les points d'arbitrage nécessaires. C'est-à-dire que nous ne sentions pas la légitimité de trancher un certain nombre de questions, ce qu'on a mis en débat, redébattu, etc. Donc, nous les ramenions au niveau de l'autorité, du politique, en leur disant, voilà, nous, on n'a pas pu dégager un consensus clair, voilà, il est peut-être temps de regarder en termes d'arbitrage. Suivante.
Je vous passe ici quelques questions qui ont été fortement débattues pendant le processus de politique. Quels droits, pas couturiers, je m'excuse, coutumiers, peuvent être reconnus et protégés? Ça ramène à la question de la légitimité réelle des droits fonciers coutumiers. Comment sécuriser les droits fonciers collectifs, familiaux, communautaires, etc. Comment sécuriser les droits fonciers des femmes dans un contexte de conception culturelle traditionnelle dominante? Quelles modalités pour sécuriser les migrants au sein des différents terroirs? Quelles modalités pour sécuriser les pasteurs? Comment assurer un contrôle du processus qui était en cours à l'époque de concentration foncière par ce qui était appelé à l'époque les nouveaux acteurs, qui étaient en fait des élites urbaines qui s'accaparaient les terres en milieu rural? Comment assurer la bonne gouvernance foncière au niveau local? Déjà, on était conscient que les communes n'étaient pas... On ne pouvait pas leur donner un chèque en blanc ou leur donner le bon Dieu sans confession. Il y aura des malversations. Il fallait peut-être réfléchir à comment trouver des mécanismes de contre-pouvoir. Comment assurer la mise en œuvre de la future politique foncière? On était sûr que ce n'était pas un exercice facile et il fallait déjà anticiper sur comment tout cela pouvait être mis en œuvre de manière pratique. Suivante. Donc, la politique a été finalisée. Il y a eu plusieurs versions du document qui étaient chaque fois réactualisées en fonction des débats qui se passaient. L'élément peut-être que je signalerai ici, c'est qu'il y a eu une des journées nationales du paysan qui a été convoquée expressément sur le thème de la politique foncière, où les projets ont été présentés, débattus, où un rapport a été fait donc aux autorités, où les paysans ont pu en long et en large s'exprimer et faire leur demande directement aux autorités. Voilà, je crois que c'est ce que je pouvais dire très vite sur la politique. Maintenant, peut-être que je passe. Je peux dire simplement que la politique a été adoptée par voie de décret. On pourra y revenir si vous avez des questions à ce sujet. Suivante. Alors, je passe maintenant à l'élaboration de la loi. La loi, il faut le rappeler, restait l'attente principale. Le gouvernement n'a pas demandé une politique foncière, le gouvernement avait demandé une loi pour permettre d'agir sur la sécurisation foncière. Donc, pour les autorités, la politique, ok, c'est bien, ça a pris beaucoup plus de temps, voilà, mais ce qu'on veut maintenant, c'est la loi. Alors, la loi était attendue donc par l'État, mais elle était fortement attendue également par les acteurs de la société civile. Alors, parmi les défis, il y avait le fait que c'était la première fois qu'une loi foncière était mise sur la place publique, débattue, a fait l'objet d'une politique foncière clairement exprimée, avant qu'on ne demande donc l'élaboration technique du texte. Un rappel, il y a eu quand même 3 exercices majeurs de réforme, 1984, 1991, 1996. Aucune n'a donné lieu à des discussions, etc. C'était des techniciens qui étaient mobilisés. On leur donnait un timing bien serré, un mois, quelques semaines. Voilà, on veut une nouvelle loi et la nouvelle loi a été produite. Et il y avait aussi une méfiance par rapport à l'irruption d'acteurs qui n'étaient pas habituellement dans le processus de décision en matière de politique ou de législation foncière. Quelque part, certains se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là à débattre du foncier? Le foncier, c'est plutôt nous, c'est une affaire de techniciens, etc. Donc, c'était parmi les défis quand même, à relever. Suivante. Suivante, voilà.
Là également, un peu de méthodologie. Il fallait assurer une conformité de la loi par rapport aux orientations de la politique. Ça, c'était quelque chose sur lequel veillaient très étroitement les organisations de la société civile, mais aussi les organisations paysannes. En termes d'élaboration de textes, il y a ce qu'on appelle la légistique, qui est l'art et la technique de l'élaboration des textes législatifs. Il fallait veiller au respect strict des principes donc, de légistique. On a décidé d'organiser ce qu'on appelle des concertations techniques, c'est-à-dire ce ne sont plus des ateliers participatifs, etc., avec tout le monde, mais d'avoir des rencontres techniques où les questions techniques qui seraient posées par les administrations en particulier pourraient être largement débattues et tranchées. En même temps, on maintenait des approches de consultation larges avec les différents acteurs. Suivante. La conformité par rapport aux orientations de politique, c'était répondre à la question suivante. Comment on traduit le consensus politique difficilement négocié en dispositif normatif? Alors, quelques rappels sur les principales orientations, c'était reconnaître et protéger les droits, tous les droits fonciers légitimes. Comment, par exemple, cela se fait en matière d'un point de vue législatif, promouvoir des institutions légitimes, améliorer la gestion de l'espace rural, etc. Comment cela va se traduire? Suivante. Suivante, voilà. Alors, je vais aller plus vite parce que là, j'avais détaillé un peu sur comment on tentait de traduire ces orientations-là avec des principes de nature juridique. Par exemple, reconnaître tous les droits fonciers légitimes, cela revenait à remettre en cause, en réalité, le monopole foncier de l'État. Rappelez-vous que nous avons parlé des critères de la légitimité des droits fonciers à reconnaître et à protéger. Il y avait une légitimité historique et sociale de la part de la population, le critère de l'intérêt général national comme de celui local, mais aussi une sorte de légitimité économique des acteurs économiques. En termes juridiques, cela revenait à reconnaître que les propriétaires de la terre, c'était désormais l'État, les collectivités territoriales et, excusez-moi, ici, la dernière catégorie n'apparaît pas, le patrimoine foncier des particuliers, c'est-à-dire la propriété foncière individuelle comme collective. Voilà, ça n'apparaît pas dans le PowerPoint, désolé. Philippe, si tu le permets, je vais passer plus vite, je ne vais pas rester sur tous les aspects de comment on a essayé de traduire. Donc, suivante. Améliorer la gestion locale. C'était par exemple introduire le principe de la conciliation préalable obligatoire, mettre en place des registres de conciliation. Tout ça à partir des observations qui avaient été faites pendant le diagnostic foncier et qui montraient que les conflits étaient réglés à l'amiable, mais à chaque fois, ça revenait, etc. Et bien sûr, introduire les systèmes de recours. Améliorer la gestion de l'espace national. Peut-être là, il y a un aspect qui est important. L'Agence nationale des terres rurales avait été proposée comme un des acteurs clés qui pourrait permettre d'améliorer la gestion de l'espace rural. Suivante. Renforcer les capacités. Bon, voilà le genre d'orientation sur lesquelles il est difficile de faire, par exemple, de la prescription. Mais peut-être l'aspect suivi, évaluation indépendante de la mise en œuvre de la politique,
était un point sur lequel insistait la société civile. Il faut dire que dans la loi, on avait retenu un principe de revue quinquennale de la loi. La loi, une fois adoptée, devait être réexaminée tous les 5 ans parce qu'on savait qu'il y aurait plein de problèmes de mise en œuvre, qu'il y aurait eu des imperfections, des difficultés et qu'il fallait relire tous les 5 ans. Suivante. Alors là, c'est toutes les discussions sur les principes de légistique. Je ne pense pas que cela vous intéresse en premier chef. Donc, suivante. La prise en compte aussi du cadre législatif existant, c'est-à-dire qu'on a passé en revue toute la législation importante qui aurait des implications pour le foncier rural et on a fait vraiment une analyse très, très approfondie afin de pouvoir prendre en compte, d'éviter des contradictions, etc. Suivante. Ici, vous avez par exemple un listing des principaux textes qui ont fait l'objet de revues très approfondies. Vous avez par exemple la Constitution du Burkina qui contient des dispositions extrêmement importantes qui intéressaient le foncier rural, les dispositions par exemple sur la propriété, l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais aussi des dispositions qui concernaient comment les coutumes pouvaient être prises en compte dans le cadre législatif. Et ça a été vraiment exploité. Code des personnes et de la famille, bien sûr, etc. Voilà un listing de ce qui nous semblait. Peut-être le dernier texte qu'on a voulu vraiment regarder, c'était l'acte uniforme OHADA, qui en réalité impacte les législations foncières nationales du fait qu'il impose que seuls l'immatriculation, les titres résultant de l'immatriculation peuvent faire l'objet d'hypothèques, etc. Ça implique beaucoup les textes nationaux. Suivante. On a regardé bien sûr la législation comparée aussi. Je vous ai mis ici quelques-uns des textes qu'on a beaucoup regardés, les textes nigériens, ivoiriens, Mali, Bénin et quelques autres textes. Suivante. Ici aussi, quelques commentaires sur les ateliers de concertation technique. L'objectif, c'est d'assurer l'harmonisation entre les dispositions de la future loi rurale et les autres textes sectoriels. Donc, il fallait permettre que les projets de textes, dans leurs évolutions successives, soient revus, examinés, commentés, critiqués par les acteurs sectoriels. Suivante. On tenait des ateliers au niveau central, mais aussi on a tenu des ateliers au niveau régional pour permettre aux cadres qui sont sur le terrain aussi d'intervenir, parce que nous avons vu qu'ils avaient un capital de connaissances et d'expérience extrêmement important. C'était des ateliers très courts qui se tenaient sur une journée, parce que la plupart de ces rencontres impliquaient des directeurs centraux, des directeurs techniques qui n'avaient pas le temps de rester dans un atelier pendant 2 ou 3 jours. Il y a eu également des séminaires avec le Parlement. Il y a eu un séminaire gouvernemental où tout le gouvernement réuni, sauf le président, je veux dire le Premier ministre, tous les ministres étaient là et ont commenté, ont regardé, émis leurs réserves, leurs doutes, etc., leurs commentaires. Les participants. Je passe sur les participants. Peut-être que la prochaine diapo me permettra de souligner quelques cas. Suivante. Voilà, ici, c'était un peu le processus d'identification. Ici, vous avez les différents ministères qui ont été ciblés avec leur direction technique. Vous voyez qu'il y a donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, Environnement. Suivante. Suivante, voilà. Urbanisme, le ministère des Finances, qui est d'ailleurs le ministère de tutelle du foncier au Burkina, la justice, promotion des femmes, droits humains. Suivante.
Ici, peut-être un cas un peu particulier, j'ai souligné en bleu ici le ministère de la Défense, parce qu'initialement, il n'était pas convié dans ces ateliers techniques et ils ont eux-mêmes envoyé une note en disant, voilà, bien sûr, une note aux structures publiques concernées en disant, voilà, nous voyons qu'il y a des rencontres de concertation, tout le monde est invité à discuter d'une future loi sur le foncier, mais à notre grande surprise, nous ne voyons pas le ministère de la Défense. Et nous avons été saisis et nous étions ahuris parce qu'on disait, mais qu'est-ce que la défense a à voir avec le foncier? Ils s'occupent des frontières. Bon, même si les frontières, c'est du foncier, je ne pense pas que ça les concerne. Et c'est là qu'ils ont réagi en disant, mais vous savez que nous sommes parmi les plus grands, pas propriétaires, mais utilisateurs, gestionnaires de foncier parce que nous avons plein de camps militaires disséminés partout, plein de champs de tir, plein de je ne sais pas trop quoi, etc. Bon, bref, donc il a fallu donc les intégrer. Suivante. Je pense que je ne ferai pas trop de commentaires. Il y avait des structures consultatives, l'ordre des notaires, le barreau, l'association des municipalités, la société civile, bien sûr, le secteur privé. Suivante. Là, c'était un tableau qui détaillait comme une sorte de planning, de calendrier de l'élaboration des textes. Ça peut être intéressant à regarder plus tard, mais je m'abstiens de faire des commentaires maintenant par manque de temps. Ouais. Suivante. Alors, défi de l'opérationnalisation. Je dirais que on a des résultats en deçà des attentes. Si, par exemple, on regarde les objectifs initiaux de la politique, assurer à l'ensemble des acteurs un accès équitable au foncier, garantir les investissements, gérer le foncier, réduire la pauvreté, voilà tous les grands machins qu'on liste tout le temps. Si on regarde, après 10 ans, non, on est loin d'avoir atteint les résultats, donc très peu de satisfaction. La loi n'est pas appliquée sur l'ensemble du territoire national. Je m'appuie notamment sur un travail récent fait par la DG FOMER, une étude récente d'évaluation, enfin, quinquennale de la loi, de la mise en œuvre de la loi. Ils disent qu'il y a moins de la moitié du territoire qui applique, moins de la moitié des communes, pardon, qui appliquent la loi, faute de mise en place des structures nécessaires, une absence de coordination et d'harmonisation dans les mises en œuvre, beaucoup de projets qui interviennent, mais chacun y va de sa propre approche. Dès que les projets s'arrêtent, il y a des choses qui s'écoulent. J'ai pu moi-même aller visiter certains sièges de bâtiments construits pour les services fonciers ruraux. Voilà. Très peu d'APFR, attestation de possession foncière rurale, qui ont été délivrés. Ce sont les titres prévus pour être délivrés au terme du processus de sécurisation foncière rurale. Suivante. Ici, un graphique également de la DG FOMER. En bleu, vous avez les demandes et en rouge, vous avez les APFR qui ont été effectivement délivrés. Vous voyez qu'il y a un grand écart. Il peut y avoir de nombreuses demandes, mais ça n'aboutit pas à des délivrances d'APFR. Suivante. Les raisons, l'étude DG FOMER a identifié des contraintes d'ordre juridique, des contraintes d'ordre institutionnel et je crois des contraintes d'ordre financier et aussi technique. Au plan juridique, on a relevé ce qu'on appelle l'inachèvement juridique, c'est-à-dire que certains textes d'application importants n'ont pas été élaborés. Donc, on bloque de la même manière la mise en œuvre.
les problèmes d'incertitude dans la définition de ce qu'on appelle des terres rurales. On n'a jamais été capable, en fait, de clairement définir où commence la terre rurale, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc, c'est un motif d'incertitude. Des compréhensions ou interprétations erronées, notamment le concept de possession foncière, qui en fait est un concept juridique, a été interprété de toutes sortes de manières et ça semet un peu de la confusion. Le mécanisme de la prescription acquisitive qui a été prévu dans les textes, pour les juristes, c'est un mécanisme tout à fait basique, banal, mais ça a suscité beaucoup de passion autour notamment de la situation des migrants. Des problèmes autour de certains textes d'application, c'est-à-dire que vous pouvez élaborer une politique, une loi, vous avez un certain contrôle parce qu'il y a le Parlement, mais après, vous revenez au ministère, aux administrations techniques à la base pour élaborer les textes d'application, notamment des projets de décret et surtout les arrêtés. Alors, vous pouvez faire passer des choses dans un arrêté et qui vont changer significativement des dispositions d'application, des dispositions de mise en œuvre de la loi. On a eu à identifier ce genre de situation au Burkina. Suivante. Les contraintes institutionnelles, c'est la non-mise en place, le non-fonctionnement d'abord de l'instance de pilotage. Je découvre, par exemple, avec stupéfaction que le CONA-SFR, la Commission nationale, compte 140 membres. Voilà le genre d'organisation qu'on met en place quand on ne veut pas que ça marche, quoi. Je m'excuse d'être aussi trivial, là. Mais 140 membres, comment ça peut marcher, quoi? La non-mise en place de l'ANTR, l'Agence nationale de... ANTR, voilà que j'ai un trou de mémoire sur ce que ça veut dire. Mais c'est Agence nationale des terres rurales. C'était un organisme extrêmement important parce que c'est celui qui devait aider à l'identification et à la sécurisation du domaine de l'État, à la constitution et à la sécurisation du domaine des communes et à un certain nombre de choses extrêmement importantes. Ça n'a jamais été mis en place. Donc, tout ce qui était prévu en termes de mise en œuvre est également paralysé. Les commissions foncières villageoises, là également comme une sorte d'inflation des instances villageoises. L'étude relevait par exemple que vu le nombre de villages, puisque l'idée c'était d'avoir une structure dans chaque village qui servirait de relais pour les communes, il disait comme ça, il faudrait alors mobiliser 200 personnes, 200 000 personnes sur tout le territoire burkinabé, ce qui n'est pas viable. Absence de coopération entre le MINEFI, le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture, ça c'est pour être gentil, quoi. C'est plutôt une guerre de tranchées entre les deux et aussi une absence de coopération entre les services fonciers ruraux et les services déconcentrés du ministère des Finances, alors qu'il était supposé que les communes ne pouvaient marcher que si les services déconcentrés accompagnaient ces communes. Suivante. Contraintes financières, je crois que l'État n'a pas fait les efforts dignes de ce nom, ce qui montre une faible volonté politique, faible engagement politique pour la mise en œuvre de la réforme. Et résultat, la réforme dépend quasi entièrement des financements des partenaires financiers. Moi, personnellement, ce que j'appelle la perdiémite qui a explosé, y compris au niveau du terrain, rien ne se fait sans qu'on ne distribue des perdièmes. Toute réunion, il faut des perdièmes. C'est vraiment catastrophique. J'ai noté également, par quelques visites sur le terrain, comment les maires, en fait, utilisaient
la collecte des taxes, le recouvrement des taxes pour la sécurisation foncière comme moyen de financer le budget local. C'est quelque part la tête à l'envers parce que c'est comme tuer la poule aux œufs d'or parce que les gens ne viendront pas se sécuriser parce que les taxes sont trop élevées. Mais les communes disent, mais nous, on a besoin d'argent pour les caisses, l'État ne nous donne pas d'argent, donc voilà, on utilise le foncier. C'est vraiment terrible. Suivant. Contraintes techniques, ça c'est lié au CIF, des systèmes qui n'étaient pas harmonisés ni compatibles. Suivante. Voilà. Je m'excuse, j'ai été plus long que je le voulais. Je vais conclure rapidement en disant simplement que nous sommes... le foncier, c'est une véritable bombe pour les pays africains, pas seulement pour le Burkina. J'entends beaucoup de gens dire « Ah, mais attention, la prochaine insurrection populaire, c'est devenu un peu l'indicateur de tout le débat politique au Burkina. La prochaine insurrection, ça va être le foncier. La précédente, c'était la Constitution. La prochaine, ce sera le foncier. C'est pour vous dire comment la question cristallise l'opinion. Malgré tout, il me semble que les politiques foncières sont des outils indispensables. Suivante. On se pose des questions, vu les dérapages au niveau des communes, les malversations, la spéculation, etc. Fallait-il décentraliser ou non la gestion foncière? Moi, bien sûr, je dirais oui, il faut décentraliser, mais il faut trouver des mécanismes de contrôle citoyen de cette gestion foncière décentralisée. Mais beaucoup de gens en arrivent même à remettre en cause la décentralisation de la gestion du foncier et il y a de véritables risques de recentralisation. Volonté politique, si on veut réussir, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Pour l'instant, elle n'est pas là. Et un des indicateurs de ce manque de volonté politique, c'est le fait, par exemple, qu'au Burkina, il y a eu un rapport sur la corruption dans le secteur foncier. C'est le rapport parlementaire avec des recommandations. Ça n'a jamais été mis en place. Voilà, je conclue en disant, voilà, les politiques foncières, c'est difficile, il y a des allers et des retours, mais il faut oser, oser et oser. Merci. Désolé d'avoir été long. Merci beaucoup, Hubert, pour cette présentation très complète qui nous a mis à lire à la fois le processus de négociation de la politique, le processus d'élaboration de la législation et les contraintes et les difficultés de la mise en œuvre. Donc, évidemment, pas résumer tout ce que tu as dit, ce qui semble important peut-être à retenir, c'est d'une part, là, on est sur une loi de sécurisation foncière rurale. Vous savez qu'il y a beaucoup de dilemmes. Est-ce qu'il faut une loi spécifiquement rurale? Est-ce qu'il faut, au contraire, une législation unique pour le pays? Et puis, une loi qui a une politique, un processus qui est passé par de très grandes innovations, à la fois le fait un principe de sécurisation foncière rurale et qui rompt en pratique avec le principe de domanialité. Une politique foncière qui précède la loi où on explicite les finalités et les volontés, et une politique foncière qui est négociée à partir d'une reconnaissance de diversité d'intérêts légitimes et de la négociation explicite entre groupes d'acteurs sur les compromis à trouver, sans bien sûr oublier qu'il peut y avoir des arbitrages à faire. Et puis un processus d'élaboration de la loi qui veille à être en cohérence au maximum avec cette politique. Et il me semble que c'est ça, dans les très grands traits qui font l'originalité du processus burkinabé, même si, comme Hubert l'a rappelé dans les dernières diapos, eh bien, ça assure une pertinence et des choix, ça ne résout pas tous les problèmes de mise en œuvre. On retrouve les problèmes de mise en œuvre qui sont
hélas, assez classique dans les différents pays autour de la faiblesse de l'engagement de l'État, le rôle pris par les bailleurs de fonds, les détournements ou simplifications de la politique dans Voilà, donc écoutez, on va pouvoir ouvrir le débat. Donc, vous savez, on est sur Zoom, donc je propose c'est de lever la main. Enfin, déjà que j'arrive à afficher, peut-être arrêter le partage d'écran, voilà, et afficher, est-ce que j'arrive à afficher tout le monde pour pouvoir voir qui lève la main sur les petites... vous savez comment vous levez la main. Et si par hasard, je ne vous vois pas, je n'arrive pas à faire afficher tout le monde en même temps, je vais y arriver. Voilà, si, c'est bon. Vous prenez aussi la parole. Donc, on a 3/4 d'heure à peu près de discussion. Donc, qui veut se lancer à poser la première question, le premier commentaire pour engager la discussion? J'ai levé la main, Mamadou Barrow d'Arizona. Ah, d'accord, je ne voyais pas, donc allez-y. Il faut que je mette... Okay. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette série de conférences. Là, c'est vraiment bien. J'étais au courant de ça hier. Ma collègue Théa de la Banque mondiale m'a envoyé l'invitation. Vraiment, merci. C'est extraordinaire. Et je souhaite que ça continue, quoi, et éventuellement aussi être rajouté à la liste. C'est un sujet vraiment très important et je crois que la conclusion de Hubert, qui est un expert que j'ai connu aussi, quoi, et que je salue, montre un peu aussi l'urgence et l'importance de la question aujourd'hui. Pas seulement pour le Burkina, mais aussi pour beaucoup de pays en Afrique, quoi. Et étant aussi originaire de la Mauritanie, je sais qu'en ce moment aussi, il traverse une situation très difficile par rapport à cette question-là. Donc, c'est simplement dire que c'est très utile ce que vous êtes en train de faire et que peut-être on doit même réfléchir sur une formule pour l'élargir encore plus à d'autres experts dont je suis sûr qu'ils seraient venus ici aujourd'hui s'ils étaient au courant, quoi. Donc, la question que je voudrais poser à mon frère Hubert, c'est, vous avez mentionné une revue quinquennale de la loi, quoi. Je voulais juste savoir, bon, maintenant, après toutes ces années-là, en se situant derrière, est-ce que ça a eu lieu? Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Et surtout, vraiment, par rapport à quel conseil en ce moment tu pourrais donner aux chercheurs, aux principaux stakeholders, sur une façon nouvelle de revoir un peu cette question foncière, quoi. Parce que malheureusement, nous avons été, quand je dis nous, je parle de tout le monde, hein, ceux qui étaient impliqués au niveau de l'État, au niveau des instances de décision, au niveau des gens qui ont l'argent avec la Banque mondiale et tout. Personnellement, je pense qu'il y a quand même des insuffisances notables à tous les niveaux. Peut-être aussi dû à des contraintes structurelles du genre que quand on est partie prenante, parfois on ne peut pas dire réellement les choses ou parfois on est obligé de les dire de façon un peu voilée, ainsi de suite. Bon, mais si vous êtes arrivé à la conclusion que c'est la bombe du XXIe siècle, je pense que vraiment ça nécessite un peu qu'on soit un peu plus proactif, mais aussi un peu plus courageux pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, si on se situe du point de vue de la perspective des populations de ces zones-là. Et surtout si on voit la terre comme étant vraiment un levier important pour le développement. Je voulais juste vraiment que vous preniez un petit recul par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce qui s'est passé, les grandes conférences qui ont eu lieu, beaucoup de sous qui ont été dépensés, à mon avis, parfois vraiment il y a eu des impacts, mais pas ce qu'ils auraient dû être, de mon point de vue. Donc, c'est tout juste avoir une vision très critique, quoi, entre chercheurs, parce qu'on est ici entre collègues. Si on devait recommencer un peu les choses ou bien changer certaines choses,
quels sont les principaux axes sur lesquels nous devions mettre l'accent. Merci encore une fois pour cette great initiative. Mon nom, c'est Mamadou Barrow, je suis professeur d'anthropologie à l'Université d'Arizona et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les questions foncières et continue aussi à le faire. Merci, bonne journée. D'accord. J'hésitais au début à prendre plusieurs interventions avant de donner la parole à Hubert, mais comme la question est assez lourde, je propose, s'il fallait refaire, je propose de donner tout de suite la parole à Hubert pour une réponse, et puis ensuite il y a Ibrahim Adia et Jean-Pierre Jacob qui ont levé la main. Si j'ai compris, je peux répondre à Mamadou. Ah oui. Oui, Mamadou, je suis très impressionné parce que je pensais que derrière, c'était le désert de la Mauritanie, mais tu es en Arizona. Je suis en Arizona, oui. Voilà, je pensais que tu passais quelques jours à Nouakchott. Écoutez, d'abord, il m'a demandé si la revue quinquennale a eu lieu. En réalité, ça fait 10 ans de réforme foncière rurale au Burkina et on est véritablement à la première revue de la loi. Donc, on n'a pas respecté la tranche des 5 ans. 10 ans. 10 ans, je pense qu'on a eu le temps de faire beaucoup de conneries peut-être. Et pour moi, 5 ans, ça reste quand même une bonne perspective. Ça permet de rattraper certaines choses. Donc, je reste, moi, sur l'idée que 5 ans, c'est quand même un bon temps pour relire le texte et corriger les erreurs qu'on pourrait avoir notées. S'il fallait refaire, je reste sur l'idée qu'il faut toujours regarder la politique avant de changer la loi. Moi, je suis un juriste, j'ajoute à Philippe, juriste et anthropologue. Oui, pardon. Et je considère que les juristes peuvent prendre très facilement le pouvoir sur des choses extrêmement importantes pour les citoyens. Et la question foncière est l'une des questions sur lesquelles je crois qu'il faut faire attention aux juristes. Les juristes vont vous faire un texte, c'est très technique. Vous lisez, vous croyez que vous, comme on dit au Burkina, c'est du français après tout, mais ce n'est pas que du français. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas percevoir et beaucoup de décisions qui vont être prises si les options n'ont pas été préalablement débattues. Donc, moi, je pense que oui, ça vaut la peine de perdre du temps, de l'argent en concertation, consultation, mais il faut que les citoyens s'expriment. Maintenant, on peut améliorer. S'il fallait refaire, c'est sûr que on tenterait d'avoir de meilleures concertations, de meilleures consultations. Je ne crois pas, moi, au grand forum. C'est nécessaire, c'est de la politique, mais je ne pense pas que c'est là que se font les meilleures discussions. Les meilleures discussions, elles se passent dans beaucoup de petits ateliers. Et le grand forum national, ma foi, c'est de la politique. Hein. Donc voilà peut-être ce que je peux te dire, Barrow. Je sais que ma réponse n'est pas satisfaisante, mais bon, voilà. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Merci, en tout cas. Merci Hubert. Donc, il y avait Ibrahim Adia et Jean-Pierre Jacob qui avaient levé la main depuis quelques temps. Ibrahim Adia ensuite. Ibrahim Aka, pardon. Donc, Ibrahim Adia, il y a 2 Ibrahim Adia. Alors, ouais. Bonjour tout le monde. Oui, c'est le même. En fait, comme j'utilisais l'ordinateur. D'accord. Et finalement, je suis passé au téléphone. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir offert ce cadre-là et tout ce voyage depuis le Sénégal jusqu'au Bénin la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes au Burkina. C'est revenir et remercier Hubert pour cette présentation par rapport à ce processus qui a été très clair en termes de présentation. Et je constate aussi qu'ils sont un peu en avance par rapport au Sénégal. Nous en sommes encore sur la politique foncière, il n'y a pas encore de législation. Et
la main politique est encore là. Donc, on dirait que Burkina est beaucoup plus en avance. Maintenant, Hubert est revenu un peu sur les aspects du niveau d'opérationnalisation. Je voulais lui poser la question de savoir, d'après lui, quelle est la raison fondamentale de cette insuffisance en termes d'opérationnalisation de cette loi, qui, quoi qu'on puisse dire en termes de processus de formulation, a été très participatif. Voilà, merci beaucoup. Je dois répondre? Oui. Ok, très vite alors. J'ai toujours un petit sourire quand j'entends « Ah, mais le Burkina est en avance sur le Sénégal ou en avance sur je ne sais pas trop qui ». Moi, quand je regarde, je dis « Bon, ben, on a fait peut-être des choses, mais avance, je ne sais pas. » J'hésiterais à utiliser ce vocable en réalité. Pourquoi une faible opérationnalisation de la loi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Hein. Comme vous avez vu, il y a eu les facteurs juridiques, institutionnels, etc. Mais pour moi, le facteur le plus impactant est sans doute la guerre institutionnelle, guerre interinstitutionnelle qui a opposé le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Alors, moi, je dirais quelque part que je regarde ça comme la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Le ministère des Finances est un ministère extrêmement puissant. S'ils ne sont pas d'accord avec une orientation ou un document ou un processus qui concerne le foncier, alors qu'ils sont le ministère en principe de tutelle de la question foncière, je pense qu'ils ont les moyens de paralyser la mise en œuvre des Je ne t'entends plus, Hubert. Je ne sais pas si c'est moi ou tout le monde. Bon, on dirait que c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde. Bon, c'est le ministre des Finances du Burkina Faso qui a censuré notre ami Hubert. Alors. Bah, écoutez, le temps qu'il revienne, il doit avoir un problème de connexion. C'est ce que vient de dire Hubert est extrêmement important parce qu'on le retrouve vraiment dans tous les pays. À Madagascar, Perrine nous en parlera le mois prochain, dès qu'ils ont pu, le service de domaine a voulu reprendre la main sur la réforme. Au Mali, ça a été très compliqué. Au Bénin, ça a été extrêmement fort. Ce clivage-là et le poids du ministère des Finances et derrière la logique finance impôt aussi l'administration foncière classique a un rôle effectivement extrêmement important, une capacité de blocage extrêmement forte, même quand on a l'impression, comme à Madagascar, que les équilibres avaient vraiment bougé. Et ça, c'est vraiment, je pense, un axe de réflexion très, très important pour nous. Effectivement, ils ont les moyens de paralyser. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires du coup, le temps que Hubert revienne sur ce point-là, parce qu'on va quand même attendre son retour avant de donner la parole à Jean-Pierre Ibrahima. Et il y a aussi un Toshiba qui a demandé la parole. Alors, mais par contre, du coup, ce qui est intéressant dans le cadre du Burkina, c'est le fait que le ministère de l'Agriculture était politiquement puissant. Il n'est peut-être pas financièrement et administrativement puissant, mais avec, Hubert l'a dit, le ministre Salif Diallo, qui était quelqu'un d'extrêmement, enfin, le numéro 2 du régime, donc en lien très direct avec Compaoré, a très certainement joué dans... Ah, bonjour Hubert, tu es de retour? Encore une coupure, hein? Désolé. Je disais que c'est ton ministre des Finances qui n'était pas content de ce que tu disais. Voilà. Voilà. Non, j'étais en train de dire simplement que pour moi, la bataille de tranchées interinstitutionnelles a pesé
très négativement. Et bien sûr, de nombreuses défaillances en termes aussi de stratégie, de mise en œuvre de la politique et de la loi foncière par le ministère de l'Agriculture. Personnellement, je pense qu'il est difficile pour le ministère de l'Agriculture de mettre en œuvre la loi foncière. Ce n'est pas son cœur de métier. Donc, j'ai beaucoup de réserves sur un montage qui ferait que l'agriculture ferait la mise en œuvre. Pour moi, ils peuvent suivre la mise en œuvre, mais ils ne peuvent pas assurer la mise en œuvre. Qu'est-ce que l'agriculture connaît à la sécurisation foncière quelque part? Moi, je fais toujours une distinction quand j'ai réfléchi à cette question de guerre interinstitutionnelle, qui n'est pas propre au Burkina, on la voit un peu dans tous les pays, guerre de leadership institutionnel. Moi, je pense qu'il faut distinguer entre les institutions qui ont la charge de la gestion foncière et qui ont donc le cœur de métier d'assurer la sécurisation. C'est pas, au Burkina, c'est le ministère des Finances qui tient les domaines, etc. Le cadastre, etc. Et les ministères qui ont en charge l'aménagement de la terre. C'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Urbanisme, etc. Donc, je pense qu'il faudrait quelque part revenir à un peu d'objectivité, de clarté dans la distribution des rôles. Ok, peut-être aussi la question du rôle du ministère des collectivités territoriales, puisqu'on confie aux communes des responsabilités fortes, et si ce n'est pas pris en charge et porté par le ministère des collectivités territoriales, le fait d'intégrer le personnel dans le personnel communal, le fait d'intégrer ça comme une fonction nécessaire dans les cadres légaux des collectivités territoriales, bug aussi, ce qui contribue aussi à fragiliser ces services fonciers qui ont été créés et finalement sont assez peu institutionnalisés dans le cadre même de la décentralisation, il me semble. Oui, on a donné une grosse responsabilité aux collectivités, mais elles ne sont pas équipées. Elles ne sont pas équipées, elles ne sont pas préparées, elles n'ont pas les compétences. Théoriquement, elles devaient assurer ces compétences avec l'accompagnement des services déconcentrés, des services domaniaux déconcentrés, mais ces services également, vu la guerre de tranchées entre les ministères, ils ont fait blocage et ils n'ont pas voulu non plus les accompagner. Hein. Pour moi, je regarde avec beaucoup de réserve ce que font les communes. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de malversations autour du foncier. Peut-être que, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'on a appelé le phénomène des promoteurs immobiliers. On est en train de reperdre Hubert. On a perdu Ouedraogo là. Hubert. Qui, en fait, se sont livrés à une... autour des... Ah, décidément, le Burkina n'aime pas qu'on raconte des choses sur la réforme. C'est terrible. Bon, je vois que j'ai été déconnecté un moment. Oui. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. OK. Parler en appel des nouveaux acteurs, des promoteurs immobiliers. Oui. En collusion avec les maires de communes et les chefs coutumiers ont vraiment fait un dégât pas possible dans le secteur foncier. OK. Jean-Pierre, et puis Ibrahima ensuite. Oui, merci. Fascinant exposé. J'ai trouvé surtout ces
c'est ton actualisation sur un peu les résultats de l'application de la loi à partir notamment du rapport DG Fomer, fortement intéressant. Ce que j'ai essayé il y a beaucoup de fils dans ton exposé. J'ai essayé d'en suivre un en fait qui était celui des acteurs économiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu expliques, c'est qu'à l'initiative finalement de cette politique, il y a cette journée nationale du paysan dans laquelle il y a une demande précise des paysans concernant la sécurisation des lois, notamment en direction de nouveaux acteurs, enfin de gens qui arrivent, qui se profilent dans le foncier sans être eux-mêmes paysans avec des velléités d'investissement. Et on voit bien comment, en fait, tout ça renvoie, il me semble-t-il, à une question plus générale qui est c'est quoi la fonction de la terre dans des pays comme le Burkina Faso, étant donné que ce sont des États qui n'ont pas de secteur social important, qui n'ont pas de salariés importants, et dans lequel, effectivement, la terre a à la fois une fonction économique et sociale. Et on voit bien qu'en fait, toute la bagarre, c'est autour de cette question de la libération d'une éventuelle fonction économique de la terre par rapport à sa fonction sociale. Alors, avec évidemment au départ la demande des paysans, ensuite finalement une sorte de légitimation économique des nouveaux acteurs, sous la pression peut-être de l'État, et puis progressivement, je dirais une délégitimation de cette demande, puisque au fond, dans ton exposé, à la fin, en conclusion, tu insistes sur le fait qu'il faut tenir le cap en faveur des plus vulnérables. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si on avait fait un peu le cycle complet. Une demande d'État d'intégrer ces nouveaux acteurs comme étant des acteurs légitimes. Et puis finalement, au bout du compte, on revient quand même à cette idée que la terre, ça doit servir à la fois à une fonction symbolique, à une fonction sociale et économique, mais surtout à une fonction sociale et autour des plus vulnérables. Mais en même temps, on voit se profiler un autre type de nouveaux acteurs que tu mentionnes à la fin, c'est les promoteurs immobiliers qui se retrouvent, enfin qui réinvestissent finalement le champ foncier d'une autre manière, pas par l'intervention directe dans l'investissement productif, mais à travers finalement le commerce, l'achat, la vente de terres. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça, enfin si tu vois finalement le Burkina comme étant un de ces pays dans lequel, comment dire, on ne peut pas ne pas considérer que la terre a plus qu'une fonction économique, mais en même temps, il y a constamment des atteintes et des nouveaux acteurs qui se profilent sur le marché foncier pour justement faire sortir le foncier de sa fonction sociale. Ouais. Oui, je crois que ça, c'est une question fondamentale qui a été d'ailleurs, qui a fait l'objet de débats pendant le processus politique foncier. Excuse-moi, Jacob, je corrige quelque chose. Ce ne sont pas les paysans qui ont demandé la légitimation des intérêts des acteurs économiques. C'est l'État. Ah, ok, parfait. On est d'accord. Hein. Voilà, c'est l'État. Oui, oui. C'est l'État qui, voyant comment les choses s'organisaient, s'orientaient, il faut dire que, bon, voilà, par exemple, une organisation comme le GRAF, c'est exploitation paysanne, les organisations paysannes, c'est exploitation paysanne. Or, l'État était dans la perspective de développer tous ces grands périmètres comme Bagré, etc., pour accueillir les investisseurs. Donc, il disait, attention, pourquoi vous voulez exclure les acteurs économiques? Ils sont tout aussi légitimes. Donc, je crois que ta question est fondamentale. Maintenant, comme je dis, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là, mais j'ai simplement le sentiment que c'est vrai, le Burkina n'est pas en marge de tout ce qui se passe au niveau international. Les marchés fonciers sont des forces extrêmement puissantes, mais il ne faut pas, pour moi, il faut comment assurer l'équilibre. Les acteurs privés économiques ont le droit d'accéder à de la terre pour investir, mais comment assurer un équilibre, comment éviter que le marché n'écrase les plus faibles? Voilà moi mon point. Et qui peut faire ça? C'est l'État. C'est seul l'État qui est capable
de remettre un peu d'ordre et d'arrêter les dérapages auxquels on est en train d'assister. La seule chose que nous avons tenté, parce qu'on voyait venir les risques de captation de la terre par les élites privées très puissantes, ce qu'on a fait, c'était de dire attention, toute personne qui veut vendre une terre, puisque c'est par le marché que les acteurs privés allaient arriver, toute personne qui veut vendre à terre, la collectivité territoriale sur laquelle se trouve cette terre a un droit de préemption. C'est très beau théoriquement, mais le problème, c'est qu'en pratique, les communes, les collectivités territoriales n'ont pas les moyens face à ces opérateurs privés. Donc, le droit de préemption, je ne l'ai jamais même vu, ni appliqué, ni même évoqué. Voilà. Donc, il y a les besoins et droits sociaux de la population. Si on ne règle pas ça, c'est la bombe foncière qui va exploser. Merci. Ok. Donc, nombreuses demandes de parole, celle de Ibrahim Aka et Mamadou Mballo, Ibrahim Aka depuis longtemps, et puis il y a une nouvelle série avec Mamadou Mballo, Oumar Diong et M. Nyankourou. Donc, si vous pouvez être court dans les interventions, s'il vous plaît, pour que tout le monde ait le temps de... Et dans les réponses, je sais. Et dans les réponses, super. Ibrahim Aka. Oui, merci Philippe et merci aussi à Doyen. Je pense de nous avoir raconté ce processus dans lequel tu as été acteur, hein, aux côtés de Daniel Tchaba, Souleymane Ouedraogo, Seydou Sanovari, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, puisque j'ai pu bénéficier d'un accueil auprès du GRAF, ce qui m'a permis quand même de vivre de très près un peu cet écosystème du foncier au Burkina. Mais je pense le régime, tout à l'heure, je pense que c'est Dia qui parlait d'une certaine comparaison entre Burkina et les autres pays, mais je vois que quand même ce processus qui a été mis en place au Burkina a d'une certaine manière inspiré d'autres pays où la commande de l'État, c'est une loi, mais avant, les acteurs discutent, arrivent à proposer des consensus dans le cadre d'une politique foncière. Je vois même que ça a été repris plus tard, en 2010, dans le cadre du document cadre ligne directrice sur le politique foncière de l'Union africaine. Donc, pour dire que je pense que le Burkina a inspiré les pays de la sous-région, mais également aussi un peu ce cadre africain. Il y a un point, je pense, Doyen, tu n'as pas beaucoup insisté là-dessus, mais je pense que c'est important sur la légistique en matière foncière. Aujourd'hui, nos cadres législatifs sont caractérisés par cette dégénérescence législative en termes de qualité, mais surtout aussi d'hypertrophie, beaucoup de lois. Et moi, je voulais peut-être voir qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce qui a été ajouté dans cette transformation des consensus, n'est-ce pas, des consensus qui ont été obtenus en amont aux textes qui ont été par la suite rédigés après. Il y a eu des discussions qui ont permis d'avoir des consensus et ce sont ces consensus-là qui ont été traduits en textes législatifs réglementaires, mais qu'est-ce qui a été perdu entre ces deux étapes-là? Un autre point, c'est relatif peut-être à la mise en œuvre de la loi, surtout le fait de confier la mise en œuvre de la loi au projet. Je sais que l'année dernière, dans le cadre d'une mission du NEPAD, on a été dans le pays pour rencontrer la DG Fomer. Évidemment, ils sont revenus là-dessus sur le fait qu'il y a un petit nombre de communes où la loi est en train d'être appliquée sur fonds propres. Sinon, c'est le projet PACOF un peu dans l'ouest du pays avec AFD et quelques autres projets qui interviennent ça et là, mais qui ne mettent pas en œuvre tout le dispositif de la loi, mais c'est juste sur quelques aspects par rapport un peu à cette guerre des tranchées ministère des Finances, DG Fomer. Évidemment aussi, c'est quelque chose qu'on a bien vu l'année dernière, puisque on a été bien surpris de voir qu'au niveau du ministère des Finances, il y a déjà un comité qui est mis en place pour réfléchir sur une prochaine réforme foncière, alors que, d'après en tout cas Blaise, au niveau de la DG Fomer, ils disent qu'ils ne sont pas au courant ou bien impliqués, mais que c'est un processus
dans lequel voilà, d'autres acteurs sont en train de pousser ça et là, quoi. Donc, je pense que c'est important. Je vois aussi qu'il y a il y a un accent très fort qui est mis sur la concertation, sur l'ONF, l'Observatoire, sur cette agence, sur le comité technique de sécurisation foncière. Mais tout ça, ça aboutit quoi? Qu'est-ce que cela renseigne en termes de volonté politique? D'autant plus que je pense, au niveau de la DG Formel, il disait que depuis plusieurs années, il court derrière la subvention de l'État pour la généralisation de la loi, en tout cas un financement qui tarde à arriver. Merci. Oui, beaucoup de choses, hein, très, très vite et de manière donc imparfaite. Est-ce qu'il y a eu des pertes dans la traduction? Je dirais que pour l'essentiel, la loi a été fidèle aux grandes orientations. Mais comme tu le sais, tu es juriste, tout ne se met pas dans une loi. La loi, ce sont des prescriptions obligatoires et la politique, ce sont des grandes orientations, des visions, des intentions. Donc, tout n'est pas traductible. Mais je pense que pour l'essentiel, les orientations sont respectées. C'est-à-dire, est-ce que tous les acteurs, est-ce que la loi garantit des droits à tous les acteurs? On a dit qui sont les acteurs, on a dit c'est l'État, c'est la collectivité, ce sont les particuliers et ce sont les... je ne sais pas qui est-ce que j'oublie. Donc, toutes ces personnes ont dans le régime mis en place leurs droits garantis. Donc, c'est simplement... par exemple, je ne vois pas comment on pourrait traduire le renforcement des capacités dans une loi. Bon, peut-être que des aspects comme ça ne sont pas faciles à traduire, mais par exemple, je disais que le suivi-évaluation prescrit se retrouve par exemple sous l'évaluation quinquennale. Je pense que c'est un bon, c'est pas du suivi-évaluation, mais c'est un bon mécanisme de revue. Tu as évoqué donc la volonté politique à travers l'absence de financement de la généralisation et une nouvelle réforme foncière qui serait en cours. Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a un nouveau programme soutenu par la banque. Ça s'appelait le PGRF, je crois. PRGF, projet de renforcement de la gestion foncière. PRGF. Initialement d'un montant d'à peu près 80 millions de dollars. Et ils ont refait dans les dernières informations que j'ai, ils ont fait fusionner le projet foncier avec un projet minier et ils se retrouvent avec une enveloppe de 150 millions de dollars. Et je peux vous dire que ça débloque pas mal d'envie et ça attire tout de suite, voilà, ça ouvre beaucoup de portes, y compris celle de la réforme, peut-être non consensuelle, de la loi foncière. Je sais qu'il y a une équipe qui a déjà eu des sessions de travail. Le Premier ministre a demandé à cette commission, donc on revient aux approches techniques en quelque sorte, une commission de lui fournir rapidement un projet de réforme foncière. Donc voilà, on n'en parle pas, mais je sais que ça court, quoi. Donc c'est ça, voilà, c'est l'argent qui mène, c'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà peut-être ce que je peux dire très vite. Ok, très bien. Mbalo? Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe, bonsoir Hubert. C'est un plaisir de vous écouter encore une fois et vraiment d'apprendre à vos côtés. Je voudrais faire des commentaires par rapport au dernier élément de votre exposé, en particulier sur les malheurs, si on peut qualifier ça comme ça, hein, de la loi foncière rurale burkinabèse. On sait qu'au Sénégal comme au Burkina, hein, la gestion foncière est basée sur la décentralisation, donc avec une forte concentration des pouvoirs au niveau des collectivités territoriales. Au Burkina, qu'est-ce que les collectivités territoriales, en particulier les communes,
quels sont les efforts qu'elles ont pu ou qu'elles avaient pu déployer pour un peu accompagner la mise en œuvre de cette réforme à travers notamment l'octroi de certificats fonciers. Deuxièmement, c'est les frais qui sont liés à l'obtention de ces certificats-là. Est-ce que finalement la faiblesse des titres délivrés ne s'explique-t-elle pas, ou quelle relation entre les coûts et le caractère plus ou moins faible des certificats délivrés? Tout à l'heure, quand vous faisiez votre exposé, vous faisiez état que très peu de certificats ont été délivrés. Ou alors, est-ce que vous pensez que les communautés finalement ont dû ou n'ont pas finalement confiance à la titrisation de leur foncier, de leur parcelle? Est-ce qu'elles n'ont pas émis des réserves par rapport à la nécessité ou non d'évoluer vers cette sorte de sécurisation par le titre? Est-ce qu'elles ne considèrent pas qu'elles sont déjà sécurisées et à travers leur forme de gestion coutumière? Et un dernier élément, je voudrais terminer par là, c'est qu'au Sénégal aussi, à un moment, notamment à travers le processus PROCASEF, on a pensé que la titrisation qui pourrait découler, par exemple, du projet de cadastre, pourrait éventuellement, ou serait éventuellement, j'utilise le conditionnel, une source ouverte au marché foncier. Est-ce que le fait de donner aux paysans le sentiment qu'il a le document administratif qu'il faut, qu'il est sécurisé, n'est pas aussi une source pour lui de lui dire en quelque sorte qu'il a la possibilité de vendre ses terres? Est-ce que tous ces facteurs-là ne sont pas quelque peu en relation avec le caractère plus ou moins malheureux de l'effectivité de la réforme, ou du moins de l'écart entre les ambitions nourries et le résultat acquis finalement au bout du compte? Je vous remercie. Oui, beaucoup de questions très intéressantes et très peu de temps disponible. Qu'est-ce que les communes font pour accompagner la mise en œuvre de la réforme? Je dirais que quelque part, les communes sont un peu dans la même posture que l'État. Elles attendent qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait... Voilà. Donc, je ne vois pas une véritable volonté politique locale d'assurer que les citoyens de leur commune soient sécurisés. Donc, s'il y a un projet, tant mieux. S'il n'y a pas de projet, ben, on attendra que l'État fasse quelque chose. Donc, pour moi, c'est peut-être qu'on parle toujours de la volonté politique au niveau national, mais les communes, effectivement, auraient pu faire des choses qu'elles ne font pas, à mon avis. Les frais, je trouve que c'est peut-être un des points les plus dommages, qui montre aussi que les communes n'ont pas compris l'enjeu de la sécurisation foncière. Parce que si déjà on ferme les vannes en empêchant que les populations accèdent à de la sécurisation, quitte donc l'informalité foncière pour entrer dans un circuit foncier où éventuellement plus tard elles pourront être payées des impôts fonciers ou autres, c'est comme tuer la poule aux œufs d'or. Parce que les communes disent, mais nous on n'a pas d'argent, il faut bien qu'on gagne de l'argent comme ça, et le seul endroit, c'est le foncier. Donc, ils augmentent. Vous savez, en réalité, il y a plusieurs manières d'augmenter les taxes. Vous avez les frais qui sont mis théoriquement, voilà ce qu'il faut payer pour avoir le titre. Mais à côté de ça, vous avez plein d'autres taxes non directes. Hein. C'est-à-dire, par exemple, on va vous dire, il faut des timbres, 20 000 francs de timbre, il faut je ne sais pas quoi. Et au bout du compte, vous vous retrouvez avec des sommes pas possibles que devrait payer un paysan et qu'il ne peut même pas payer pour obtenir une attestation. Donc, et souvent aussi, ils se disent, mais attendez, il y a l'attestation, il y a le titre foncier. Vraiment. Donc, il y a toutes ces questions. La question donc de la sécurisation et de la vente, y a-t-il un lien? Je pense qu'il y a une sorte de lien
parce que on voit quand même que lorsque, bon, les ventes de terre existaient bien avant la loi foncière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'étude qui concernait les nouveaux acteurs, les élites locales. Mais on dirait que la possibilité de sécuriser a attiré plus fortement certains acteurs. Et comment cela se passe? En réalité, les populations ne peuvent pas accéder aux titres. Donc, ce sont les acquéreurs potentiels, je dirais les spéculateurs, qui viennent financer en apparence un paysan pour qu'il ait le papier, afin que le spéculateur récupère ce titre et obtienne un titre foncier. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué le système, mais voilà, c'est trop cher pour un paysan. On lui fait comprendre, de toute manière, si tu ne vends pas, l'État risque de te le retirer, donc tu as intérêt à me le vendre. Et il va s'engager dans la procédure, mais avec l'argent que lui a prêté ou avancé le spéculateur foncier. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Donc, il y a bien un lien quand même entre les deux. Ok, c'est très clair. On arrive presque à la fin de l'heure, mais je pense que si vous peut-être continuez un tout petit peu si vous êtes disponible, parce qu'il y avait encore 2 demandes de parole au moins, Momar Diong et puis René Claude juste après. Donc Momar, tu as la parole. Momar, est-ce que tu es là? Donc, okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci en tout cas à notre collègue Ouedraogo pour sa présentation. Et je vois que souvent, même si le Sénégal peut-être n'en est pas à ce stade, les problématiques beaucoup se recoupent. Absolument. Et je voudrais surtout lui poser la question de savoir, surtout par rapport à ce qu'il a évoqué, hein, c'est la question des arbitrages là entre ces entités chargées de la gestion, les autres de l'aménagement, les collectivités territoriales. Est-ce que maintenant, dans cette phase de revue de la réforme, et quand on voit souvent ce qui se passe dans les pratiques gestionnaires des collectivités territoriales, est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens pour voir comment mieux arbitrer ces rapports-là et mieux introduire aussi donc, la place surtout des populations, de la société civile, dans la gestion du foncier, notamment au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que donc il y a une réflexion dans ce sens? Je ne peux pas le dire, j'ai pas d'informations pertinentes à ce sujet. Je vois simplement que l'idée c'est d'assurer que les services en charge des domaines reprennent le contrôle de tout ce qui est question foncière, même si cela n'est pas articulé et justifié théoriquement. Donc, la tendance est vers ça, notamment à travers le nouveau projet de la Banque mondiale qui injectera quand même 150 millions. Et comme je disais, bon, bah voilà, l'argent, comme disait quelqu'un que dans un pays anglophone africain, il disait « In my country, money talks ». C'est l'argent qui parle dans mon pays. Ben, j'avais envie de lui dire, mais écoutez, c'est partout pareil. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, c'est ceux qui ont la bourse qui feront toutes les décisions. Donc voilà un peu. Quant à la place de la population, je ne vois pas non plus de signal que cela attirera beaucoup d'attention, puisque je vois qu'il y a des réformes majeures qui vont être mises en place. Et on n'a jamais entendu associer les organisations de la société civile concernées, les organisations paysannes, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà, donc on est en train de revenir à l'ancien système voilà, de centralisation du foncier, je pense.
René Claude, dernier intervenant qui avait demandé la parole. Ah tiens, Bonjour à tous. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup à Hubert que je salue beaucoup, c'est toujours un plaisir de l'écouter. C'est des profils aussi intéressants parce qu'on est en même temps au carrefour de la recherche et de la pratique. Et j'avais depuis un peu le milieu de la présentation 3 aspects à soulever. On peut les prendre comme question ou comme commentaire. Bon, je fais vite, mais je suis burundais, j'ai suivi un peu la réforme au Burundi, j'ai déjà aussi suivi un peu ce qui s'est passé au Sénégal, légèrement au Burkina, mais aussi peut-être dans une perspective continentale. Actuellement, je suis à l'Université catholique de Louvain. Il y a 3 aspects. Le premier, c'est l'argent, comme il vient de terminer par là. L'argent parle. Et moi, actuellement, j'essaie de regarder aussi l'argent, non pas en termes de montant, en termes de quoi, mais c'est aussi vraiment en termes de ce qu'il véhicule. Hein. Souvent, ça vient avec les conditionnalités, mais ça en arrive aussi à un stade où on influence les orientations même de la politique en question. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai plusieurs exemples, mais si j'en prends un au Burundi chez nous, on a vu comment, à un certain moment, les bailleurs, sans le dire expressément, ont favorisé une politique qui tend vers une orientation un peu plus qui rentre dans les cadres qui existent, notamment le doing business. On avait passé plus d'1 décennie à chercher à avoir un nouveau code foncier, on n'en avait pas eu. Mais la Banque mondiale n'a jamais eu de peine à faire changer le nouveau code foncier qui était promulgué en 2011 pour s'assurer que certaines dispositions jugées contraires au cadre de leur truc doing business changent immédiatement. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet de voir le rôle des bailleurs, comment ils influencent tout le processus où les gens participent, plusieurs acteurs participent, mais une participation, on n'a pas forcément le même pouvoir d'influence, de poids sur les réformes. Le deuxième élément, c'est aussi un élément qu'Ibrahima avait évoqué. On voit des contextes où il y a vraiment une sorte de prolifération des outils de mise en œuvre. Hein. Comme juriste aussi, je parle des textes de loi. Une tendance de ce que je pourrais appeler une sorte de paresse législative, où on veut tout mettre dans un seul texte assez complet, expressif, qui donne des orientations sur plusieurs aspects. Et d'autres contextes où il y a une sorte vraiment de prolifération, plusieurs textes qu'on n'arrive même pas du tout à concilier. Je ne sais pas le point de vue de Hubert par rapport à ça. Faut-il vraiment regarder les choses en grand, se dire on a besoin de ça, 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 plutôt que de sauter à chaque occasion et dire on a besoin d'un texte, on va prendre un texte, mais dont l'application sera difficile. Enfin, troisièmement, c'est la question aussi de l'alignement des politiques qu'on élabore, des outils de mise en œuvre, qu'on élabore au niveau interne, au cadre au niveau régional. Au niveau de l'Afrique de l'Est, je me souviens, il y a eu tout un débat dans le cadre du processus d'intégration sous-régionale. On est arrivé à un point de blocage où on a dit, écoute, on est prêt à tout, même à une fédération politique éventuellement, mais la question des terres, c'est pour chaque pays. Allez vous concerter, faites ce que vous voulez chez vous, parce que là, c'est un peu difficile. Maintenant, je vois que dans le bloc ouest-africain, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en termes d'intégration. Je ne sais pas comment ça s'influence mutuellement, ce qui se passe au niveau pays et ce qui se passe au niveau régional. Un autre petit truc, c'est, j'observe des pays, ça m'est venu en tête lorsqu'il a dit, bon voilà, je ne sais pas si le Burkina a trop avancé par rapport au Sénégal ou à d'autres pays. On est face à des situations où on a, je dirais, une sorte de chaos, je remets entre guillemets, mais un chaos créateur de changement, de potentiel de changement. Et d'autres pays où on te présente une situation, bon voilà, qui marche super bien, une sorte de changement radical, de bouleversement, de quoi. Je parlais par exemple du Rwanda, un pays sur lequel je fais ma thèse, mais où tu vois quelque part que c'est aussi un changement en apparence réussi, mais qui porte aussi un potentiel énorme de conflictualité et même de bouleversement, encore une fois. Et avec un recul, c'est de dire, mais tiens, est-ce qu'on navigue ou on avance à travers une sorte de chaos gérable, ou on se lance dans quelque chose de radical, mais qui n'est pas du tout durable? Merci beaucoup. Oui, merci René. Bon, tu as dit question ou commentaire. Je choisis de dire que c'est des commentaires.
Non, je vais juste prendre un ou deux points, peut-être par manque de temps. La question des conditionnalités sous-jacentes à l'argent. Oui, c'est vrai, mais moi, je me dis chaque fois, arrêtons aussi de jeter la pierre sur les bailleurs de fonds. Je me rappelle que pour ce processus en cours au Burkina, j'ai clairement dit au ministère des Finances, je dis, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que la Banque mondiale vous dit. C'est vous qui faites votre politique foncière, c'est vous qui faites votre loi foncière. Donc, à vous de dire, non, telle chose ne me convient pas. Et je ne pense pas que la banque va vous dire que obligatoirement, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même un minimum que les pays africains peuvent faire qu'ils ne font pas. Donc, je veux quand même insister aussi sur ce point-là. On n'a pas le courage. J'ai terminé tout à l'heure mon intervention en disant il faut oser. Ben, les pays africains n'osent pas face aux bailleurs de fonds. Deuxièmement, les questions foncières au niveau des institutions régionales, c'est un point extrêmement intéressant. Je me rappelle qu'on a fait un travail, si je me trompe, dans les années 2000 quelque chose, sur l'intégration foncière et non, l'intégration régionale et la question foncière en Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça, où on discutait justement de ces questions-là. Mais c'est vrai, je me rappelle comment, dans le cadre de l'Union africaine, un des pays qui était le plus radicalement opposé à ce qu'on parle de foncier, c'était la Tanzanie. Pourquoi la Tanzanie? Parce qu'ils disent, ben voilà, nous, si on discute de foncier, les réfugiés burundais risquent de prendre toutes les terres chez nous, etc. Ouais, donc, tu sais de quoi je parle. Oui, c'est un sujet. L'Afrique de l'Ouest semble avoir fait des progrès, mais quand vous allez sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Je me rappelle que je suis allé en Côte d'Ivoire, une réunion des parlementaires, et quand ils ont appris qu'il y avait un projet, je crois, il y avait la CEDEAO qui faisait un projet de document sur un peu l'harmonisation des questions foncières, quelque chose comme ça. Mais le groupe, les Ivoiriens se sont tout de suite réunis à part entre parlementaires pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on n'est même pas au courant, etc., etc. Et voilà, ça ne se passera pas comme ça. Donc voilà, c'est une question extrêmement difficile. Donc, je ne pense pas qu'on est prêt d'avoir résolu la question. Il y a des possibilités d'harmonisation de certains principes, mais on est loin de faire le consensus sur la question foncière dans nos régions. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à Hubert pour cette présentation passionnante et aux différents intervenants pour les commentaires et les questions qui ont permis, au-delà du cas passionnant du Burkina Faso, de poser des questions beaucoup plus générales et qui touchent à l'ensemble des pays d'Afrique, avec la difficulté proprement politique de réforme, avec les différents arbitrages dont on a parlé entre fonctions sociales et économiques, différents enjeux de lutte institutionnelle, rapport avec les bailleurs de fonds, etc. etc. Donc, il n'y a plus de mains qui se lèvent et puis on a effectivement dépassé l'horaire de 2 heures qu'on s'était donné. Donc, je pense qu'on va clore cette séance en remerciant encore Hubert pour sa présentation particulièrement complète, structurée, claire et pour cette discussion. Et puis donc, je vous donne rendez-vous dans un mois. Donc, c'est si je ne me trompe pas, le 21 avril, 3e mercredi du mois. Et effectivement, pardon, si vous n'êtes pas dans la mailing list, envoyez-moi un mail pour que j'essaie de ne pas oublier de vous rajouter et de ne pas me contenter de faire un coupé-collé à renvoyer à tout le monde pour l'annonce de la prochaine fois et que vous soyez bien dans la liste. En tout cas, c'est le même lien Zoom. Hein, vous pouvez noter la date, le 3e mercredi du mois, c'est le même lien Zoom à chaque fois. Ce sera sur Madagascar, avec une intervention de Perrine Burneau du CIRAD, qui vit à Madagascar depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas effectivement à diffuser l'information si cela intéresse
des collègues à vous. On était parti au départ sur une réflexion d'un petit groupe autour du Sénégal et l'événement Covid et la magie de Zoom a fait que c'est devenu un séminaire ouvert et très internationalisé entre l'Arizona, le Sénégal, l'Italie, Rome, Cotonou, Washington, etc. Eh bien, ça peut tout à fait continuer et s'étendre. Donc, merci beaucoup à Hubert et à tous les participants. Et puis donc, je vous donne rendez-vous dans un mois, même heure, même lien Zoom. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ciao, ciao.